Donc je voulais tout d'abord là aussi remercier le comité d'organisation et Thierry notamment pour me permettre de vous parler de l'échographie neuromusculaire qui fait depuis plusieurs mois partie de notre quotidien dans le service de NMG. Donc cette échographie neuromusculaire, tout comme le NMG, a des prérequis qui sont la parfaite connaissance de l'anatomie profonde, la connaissance de la technique d'ultrason pour en connaître les contraintes et les limites, savoir affiner les réglages de votre appareil d'échographie afin de limiter les artefacts et d'optimiser les images. J'espère que les images que je vous montrerai seront assez parlantes. Et savoir bien positionner sa sonde d'échographie. La sonde que l'on utilise dans le service est une sonde linéaire de haute fréquence, 6 à 15 MHz. On peut utiliser des sondes de plus haute fréquence pour une meilleure définition de l'image, mais pour l'instant, on n'y a pas accès. On étudie, grâce à cette technique de paramètres, le nerf, que vous voyez ici, donc, qui a une structure décrite en nid d'abeille. C'est donc une forme donc régulière avec des fascicules qui apparaissent donc hypoéchogènes, baignant dans un climat hyperéchogène correspondant donc au tissu conjonctif qui sépare les fascicules. On peut parfois aussi étudier les petits vaisseaux qui sont à la superficie du nerf en passant en mode Doppler. En coupe, donc ça c'est en coupe transversale, en coupe longitudinale, vous avez donc un aspect feuilleté de ce nerf avec là aussi les fascicules hypoéchogènes baignant entre des lamelles hyperéchogènes. Alors, quand on étudie un nerf, il est important de bien positionner la sonde d'échographie à la surface du nerf pour que l'on ait le diamètre exact du nerf. Par ailleurs, on utilise la technique de l'ascenseur, c'est-à-dire que l'on repère la zone du nerf qui est la plus facilement étudiée en échographie, et à partir de ce point, on monte ou on descend la sonde d'échographie le long du trajet du nerf. Pardon. Ce que l'on étudie aussi, bien sûr, c'est le muscle, qui est décrit classiquement comme donnant une image de nuit étoilée. Donc ici, un tibial antérieur, avec là des fibres musculaires qui apparaissent aussi hypoéchogènes, baignant dans un climat donc conjonctif hyperéchogène, avec ici donc la limite, c'est un tibial antérieur, donc avec sa limite fibreuse. Ici donc un gastrocnémien qui a une structure lui bipénée que l'on met bien ici en évidence. Important à retenir pour le muscle, c'est l'artefact d'anisotropie. Le muscle donc donc les fibres musculaires ont une insertion qui est différente, pas une insertion différente, mais elles ont un trajet différent en fonction de leur site d'insertion, et les rayons d'échographie vont avoir donc un impact différent selon aussi l'orientation de la structure qu'elles rencontrent, ce qui donne donc cet artefact d'anisotropie, et on sait que l'échogénicité va être la meilleure lorsque la sonde d'échographie sera bien perpendiculaire à la peau. Donc là encore, bien positionner sa sonde. Alors quand va-t-on, pas dégainer, mais presque la sonde d'échographie, quand on va réaliser un ENMG? Deux situations principales, soit donc en temps réel lorsqu'on fait le NMG, et c'est surtout pour nous guider dans l'examen myographique de certains muscles qui sont réputés difficiles d'analyse, soit donc pour voir ce que l'on va appréhender en ENMG, notamment les ralentissements de vitesse, et étudier ces neuropathies dysimmunes. Donc, tout d'abord, l'échographie combinée donc, à l'ENMG en temps réel. On sait bien que le placement inadéquat d'une aiguille dans un muscle qui va être d'innervation tronculaire ou radiculaire différent va pouvoir aboutir à une erreur d'interprétation. Donc, dans certaines situations où la coopération du patient est difficile à obtenir, quand le muscle est très dénervé, très atrophique, il peut être intéressant de céder de l'échographie ou pour sécuriser certains territoires à risque vasculaire, comme par exemple le long fléchisseur du pouce ou le tibial postérieur. Ici, des images vous montrant donc en échographie un long fléchisseur du pouce ici, avec donc l'artère à proximité et le nerf un petit peu plus lointain.
Ici, une image de carré pronateur. Donc, vous avez cet aspect donc feuilleté tendu entre l'ulna et le radius, donc que l'on arrive parfaitement bien à délimiter. Et enfin, les images qu'ont montré par Laurent tout à l'heure, un tibial postérieur où l'on va donc traverser le fléchisseur des orteils pour ensuite atteindre le tibial postérieur. On utilise l'échographie pour enregistrer les fasciculations. Il suffit de poser la sonde d'échographie à la surface du muscle et on peut ainsi enregistrer les fasciculations, ce qui est très intéressant chez les patients, bien sûr, atteints de sclérose latérale amyotrophique. Ça, c'est le protocole que l'on avait mis en place dans le service pour valider cette technique, où l'on avait pu comparer la clinique, l'échographie et le NMG de surface. Et donc, plusieurs études ont ensuite documenté le fait que l'échographie était beaucoup plus sensible que le NMG à l'aiguille, mais aussi le NMG de surface, pour repérer certaines fasciculations, notamment dans les muscles d'innervation bulbaire, ce qui donc a été relaté dans ces deux articles, si bien que les auteurs se demandaient si on ne pouvait pas inclure l'échographie dans les critères diagnostiques de la SLA, puisque notamment dans l'étude de la Mayo Clinique, on passait en échographie 90% des patients ayant des fasciculations en échographie versus 18% de positivité sur le NMG à l'aiguille. L'échographie peut nous aider dans l'exploration de certains muscles compliqués, notamment le diaphragme. Donc ici, on positionne la sonde généralement au niveau de la ligne axillaire antérieure, au niveau du 8e espace intercostal, et on peut ainsi donc observer le diaphragme qui apparaît donc ici. Vous avez les muscles intercostaux en superficie, le diaphragme et la plèvre en dessous. De façon dynamique, en faisant respirer le patient, on peut apprécier les modifications de taille du diaphragme qui peut vous montrer, donc qui vous donnera une image directe de ce muscle et pouvoir conclure s'il en est à une paralysie phrénique en l'absence de mouvement de ce muscle. Donc cette échographie peut nous aider à explorer le diaphragme, notamment dans les milieux de réanimation où le patient est ventilé, parfois sous AVK. Ou alors lorsque le muscle est très atrophique, on prend parfois des risques importants à aller le piquer. Donc ces deux études, celle de Pinto en 2016 puis celle de nos collègues Garchois en 2018, ont montré l'intérêt de l'exploration échographique du diaphragme dans le diagnostic positif d'une paralysie phrénique et surtout dans l'évaluation de la fonction diaphragmatique des patients neuromusculaires, pouvant même prédire une difficulté de sevrage de la ventilation mécanique chez ces patients. Dans les deux cas, les paramètres échographiques étaient corrélés à la neurographie du phrénique et aux paramètres de la capacité vitale. Enfin, on peut utiliser donc l'échographie pour voir le muscle, voir donc la trophicité du muscle et repérer donc les territoires à biopsie. On peut distinguer différents patterns entre un muscle atrophique par processus neurogène, un muscle atrophique par processus myogène. L'aspect échographique ne sera pas tout à fait le même. Dans les deux cas, il y aura une hyperéchogénicité du muscle qui apparaît donc ici donc un peu moins marqué, avec un aspect bien feuilleté du muscle qui perdure dans les processus neurogènes comme la polio, où l'on va pouvoir donc mettre en évidence les asymétries. Ici, par contre, vous avez un muscle atteint d'un processus, c'était une polymyosite, où vous avez aussi cette hyperéchogénicité, mais avec un aspect un peu flouté du muscle. Enfin, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les pathologies du nerf. Et donc, ce qui nous intéresse encore plus particulièrement, c'est le diagnostic positif et la mise en place du suivi échographique des patients atteints de neuropathie dysimmunes. Donc, ce n'est que ce volet-là que je développerai dans l'échographie des nerfs, sans parler du diagnostic échographique des entrappements, notamment du canal carpien.
Alors, l'échographie dans les neuropathies dysimmunes. Donc, sur le plan échographique, la neuropathie dysimmune va se caractériser par l'hypertrophie nerveuse, correspondant sur le plan visio-pathologique à la prolifération des cellules de Schwann, donc plutôt à l'augmentation à la fois de la taille du nerf, de la taille des fascicules, mais aussi l'augmentation du tissu conjonctif, donc périneural. Et cela se traduira par l'augmentation de la tranche de section du nerf. Alors il existe des ABAC pour la tranche de section du nerf qui est considérée comme normale si elle est inférieure à 10 mm², notamment au niveau de l'avant-bras et du bras, qui passe donc à l'aisselle aux alentours de 13 mm² et au niveau du plexus, donc on peut détailler chaque racine et la taille normale d'une racine est inférieure à 8 mm². Donc ici vous avez donc un nerf médian, donc bien ovalaire, bien arrondi avec sa structure ici en nid d'abeille, vous voyez les fascicules hypoïcogènes, et ici donc un nerf d'un patient atteint d'un Lewis et Somner, très augmenté de volume puisque son diamètre est de 17 mm² à la même hauteur, avec donc des fascicules qui eux sont augmentés de volume et qui ont une distribution inhomogène. Vous voyez que tous les fascicules ne sont pas augmentés, certains le sont, d'autres pas. Donc la taille des fascicules est importante à prendre en compte. On le verra notamment dans la définition des différents patterns qui vont nous aider dans le suivi des traitements. Comme de façon parallèle à l'ENMG, l'échographie montre une hypertrophie nerveuse qui est segmentaire, inhomogène. Donc, que l'on va mettre en évidence au niveau d'un ralentissement de vitesse ou d'un bloc de conduction. On peut même le visualiser, ce bloc ici, donc une image tirée de l'article de Grimm qui montre donc cette image de bloc en échographie. Mais l'hypertrophie peut aussi se retrouver sur des nerfs qui ne sont pas touchés sur le plan électrophysiologique, comme si les anomalies morphologiques du nerf pouvaient précéder les anomalies électrophysiologiques, si bien que certains auteurs, notamment Grimm en 2017, mettent en avant une meilleure sensibilité de l'échographie par rapport à l'ENMG dans certaines neuropathies dysimmunes. On peut aussi étudier la vascularisation du nerf, rechercher notamment une hypervascularisation qui reste relativement rare dans les neuropathies dysimmunes. Et étudier, autre paramètre, l'échogénicité du nerf. On le verra que l'apparition d'une hyperéchogénicité est généralement considérée comme de mauvais pronostics, pouvant témoigner d'une moins bonne réponse au traitement et donc d'une atteinte axonale débutante, une dégénérescence axonale débutante. Donc, pour émager mon propos, donc voici le cas d'un patient qui a donc un tableau de Lewis et Somner. Ici, donc, le nerf étudié est le nerf ulnaire. Vous voyez, donc on part du poignet et on remonte progressivement vers la proximalité, et notamment la région du bloc, qui était donc située au niveau de l'aisselle, à 15 cm au-dessus du coude. Et vous voyez que quand on arrive au niveau donc du bloc, le nerf augmente considérablement de volume, avec des fascicules qui sont parfois très augmenté, un tissu conjonctif interfasciculaire qui est aussi important, avec une asymétrie qui est franche à un nerf à 0,40 mm² d'un côté et 0,10 de l'autre côté. Alors, quel nerf étudier ? L'équipe de Vandenberg a beaucoup produit d'articles récemment sur l'échographie neuromusculaire, notamment cette étude parue en neurologie 2017 où ils ont étudié la sensibilité de différents nerfs et de différents territoires au sein de chaque nerf. Donc, ils ont étudié donc, le médian, plexus brachial, l'ulnaire, le tibial et le sural. Et clairement, le nerf le plus intéressant à étudier est donc le nerf médian, qui apparaît plus souvent pathologique et plus discriminant que les autres territoires, et le plexus brachial et notamment le tronc supérieur. Donc, fort de cette étude, nous, dans le service, nous avons simplifié notre protocole d'étude et actuellement, devant toute neuropathie dysimmune, on étudie systématiquement le médian, donc poignet, coude, aisselle et le plexus brachial. Ce qui, pour quelqu'un qui a l'habitude, demande à peu près 5 minutes, c'est ce qu'on appelle le diagnostic minute de l'APRN dans le service.
Voici donc ce que l'on peut observer chez une patiente qui avait un tableau d'ataxie et de douleurs neuropathiques isolées, avec à l'EMG très peu de choses, avec des vitesses de conduction qui étaient peu perturbées, une altération des potentiels sensitifs. On met la sonde d'écho sur le nerf médian et on voit donc ici, c'est à partir du coude, l'augmentation importante. Vous voyez, donc là on part du coude et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc l'augmentation importante du diamètre du nerf lorsque l'on remonte en proximalité avec des fascicules qui apparaissent très augmentées de surface. Ce que l'on souhaiterait développer et ce que les auteurs essaient de développer, c'est l'échographie dans le suivi de ces neuropathies dysimmunes. L'échographie étant un examen complètement indolore, d'accès extrêmement facile, beaucoup plus facile en tout cas que l'imagerie IRM. On s'est penché sur l'intérêt de cette échographie dans le suivi des neuropathies dysimmunes. Pestronck, en 2014, avait mis cela en avant, mettant en évidence dans sa population 2 groupes de patients. Les patients qui répondaient bien au traitement et chez qui l'échographie du nerf était intéressante dans le suivi, avec une diminution de 20 à 30% de la taille des nerfs, et les patients qui ne répondaient pas au traitement, avec une taille de nerf qui soit stagnait, soit augmentait. Et enfin, donc plus récemment, l'équipe de Grims a donc repris ce que Padoua avait déjà mis en avant en 2012, qui sont donc l'existence de patterns échographiques différents dans les neuropathies dysimmunes, en dissociant 3 patterns. Un premier pattern où vous avez donc une augmentation importante de la taille du nerf, donc une hypertrophie nerveuse, mais avec des fascicules qui restent hypoéchogènes, correspondant donc sur le plan biopsique à des critères purs de démyélinisation. Un deuxième pattern où certes le nerf est augmenté de taille, mais les fascicules deviennent hyperéchogènes, correspondant donc sur le plan biopsique à l'apparition de signes d'atteinte axonale. Et enfin un troisième pattern où le nerf est peu augmenté de volume, avec un nerf plutôt hyperéchogène, correspondant lui à un profil purement axonal. Et il a mis en évidence donc en fonction de ce pattern échographique, il y avait des différences de sensibilité au traitement, avec une moins bonne sensibilité au traitement dans les patterns 2 et 3. Donc là, ici, un patient qui avait donc un pattern 1 en pré-traitement avec une taille du nerf médian à l'aisselle qui était à 22 mm², qui passe donc en post-traitement à 18 mm². On n'arrive pas encore dans les normes de nerf normales, mais l'évolution est plutôt vers la diminution de cette hypertrophie nerveuse. Enfin, l'échographie a un intérêt dans le diagnostic des neuropathies héréditaires, comme de façon là aussi parallèle à l'ENMG. L'échographie ou l'hypertrophie nerveuse va être dans les neuropathies héréditaires une hypertrophie qui va être homogène, et beaucoup plus importante que ce que l'on peut voir dans les neuropathies dysimmunes, puisque les nerfs vont être 4 à 5 fois augmentés de volume. Ici, je vous montre le cas d'un patient qu'on a vu dernièrement dans le service pour des plaintes sensitives, avec, vous voyez, un blink extrêmement perturbé, avec des latences très allongées, une IRM magnifique qui montre des nerfs, même à l'échelon proximal, très augmentés de volume, avec ces aspects de pseudo-gonflement à l'origine donc du nerf, et en échographie, là aussi, donc un nerf, voyez, très augmenté de diamètre, avec ici un nerf à 0,95 cm², donc une taille 8 fois la normale. Donc en conclusion, l'échographie est un examen qui est d'accès facile. Vous avez la sonde d'échographie à côté de votre appareil de NMJ, complètement indolore, rapide,
mais qui nécessite une phase d'apprentissage qui n'est pas négligeable, notamment sur le plan anatomique. Ce qu'on a, nous, encore du mal à faire, c'est bien étudier tout ce qui est autour du nerf. Le nerf, on le repère bien, mais ce qui est autour du nerf, c'est pour nous plus compliqué. Et donc, l'échographie neuromusculaire va s'insérer dans la DU d'imagerie neuromusculaire qui devrait voir le jour en fin d'année. Cette échographie a un intérêt diagnostique majeur, à mon sens, dans le diagnostic des neuropathies des immunes, notamment dans des formes atypiques, où donc l'exploration juste du nerf médian peut vous donner des arguments qui font pencher la balance vers une neuropathie des immunes. Et je pense que ça a un intérêt dans le suivi, vraiment en ciblant le nerf particulièrement touché chez le patient, probablement le médian, et en répétant cet examen au fur et à mesure du traitement. Il a un intérêt dans le guidage de l'EMG, et c'est vrai que nous on l'utilise très largement dans les injections de toxines ou dans l'exploration du diaphragme. Et enfin, on l'a développé dans le comptage des fasciculations, notamment dans tous les muscles d'innervation bulbaire, ce qui nous permet parfois de faire passer un patient d'un diagnostic probable, un diagnostic plus certain de SLA. Voilà, je vous remercie. On va juste autoriser une question d'Alain Semblé, puisque Françoise a un message personnel après à faire passer, donc je vous demanderai de ne pas partir. Donc une question. François, André. Merci beaucoup François, c'était passionnant. J'ai juste une question très pratique. Comment vous intégrez les résultats de l'imagerie à l'électrophysiologie? Est-ce que vous faites 2 rapports séparés? Non. On a un tableau. Alors, nous, sur notre appareil, on n'arrive pas à capturer les images. Tu vois. Il faudrait, ou alors, ça nous demande un traitement important. Par contre, on insère un tableau de données échographiques sur lequel on met le nerf que l'on a étudié, la circonférence, le diamètre, et on met un commentaire sur l'aspect échographique du nerf. Parce que quand tu as fait la neurographie étagée, on aurait pu imaginer que tu mettes la surface, et puis que tu mettes dans la même colonne le bloc et la surface mesurée, par exemple. Mais ça nous demande un post-traitement un peu. Pour l'instant, on n'a pas encore bien le temps, on n'a pas l'outil échographique qui nous permet d'aller aussi rapidement. Merci Françoise, tu as 2-3 minutes. Oui, donc je voulais juste reprendre la parole, ce qui m'est particulièrement difficile, pour faire dire un petit mot à Christophe. Donc Christophe qui, cette année, va quitter le cercle des ENMgistes de renom pour couler des jours, j'espère, beaucoup plus heureux et sûrement plus paisibles que ces derniers mois à l'hôpital. Donc dans le sillage de Bernadette Badi et de Guy Cheplanaz, Christophe a développé un service de NMG qui est donc de niveau excellent et considéré comme cela par beaucoup, notamment dans l'exploration de la jonction neuromusculaire. Toujours à l'affût et toujours enthousiaste et toujours avide de comprendre, il a développé dans le service de très nombreuses techniques, les stimulations proximales par digitimer, la synchrosynth fibre unique et la petite dernière, donc l'échographie neuromusculaire, en passant par toutes les différentes techniques de collision. Il a toujours été un enseignant extrêmement habile, faisant partager son savoir, et tous ses élèves, je pense, sont des pas mauvais en ENMG et des passionnés de clinique neuromusculaire. Tous les dossiers intéressants du service sont toujours traqués, sont toujours disséqués, sont toujours discutés pour que tout le monde puisse en profiter. Et Juliette Svan, donc bientôt PH dans le service, a très récemment montré à Christophe la vidéo d'un patient qui avait donc un rippling, ce que Christophe, ce qu'on avait nous jamais vu. Et Christophe s'est écrié: ah la vache, ça fait 25 ans que j'attends ça. Mais en mesurant son propos, en lui disant: mais c'est ta vidéo, pas très bien cadrée. Ensuite, la toxine fait aussi partie de notre activité. Quand moi je suis arrivée dans le service il y a 15 ans, il n'y avait que 2 médecins injecteurs. Maintenant, nous sommes 7 médecins toxineurs. Et
Christophe a développé dans le service les injections éco-guidées. Nous sommes devenus donc un des services leaders sur le plan national, assurant beaucoup de formations pour les médecins injecteurs dans ce domaine. Enfin, donc, Christophe, associé bien sûr à Yann, Jean et Guy, ont formé le club francophone de NMG dans les années 2008. Puis donc, grâce à leur diplomatie, ils ont pu faire fusionner le club francophone de NMG avec la société clinique d'EMG pour former donc la société francophone de NMG en 2012. Mais Christophe s'est aussi beaucoup investi dans les autres sociétés, la Société française du nerf périphérique, la Société, d'ailleurs je l'ai oublié, la Société française de myologie, la Société, la petite dernière, la Société d'imagerie musculo-squelettique. Il a aussi participé à l'organisation des filières, Filnemus et surtout FISLAN, avec donc ces nombreuses conférences téléphoniques du vendredi matin. Et enfin, en 2010, il a réuni toutes les forces vives de l'ENMG lyonnais pour créer et mettre sur pied le congrès, donc les journées francophones de NMG à Lyon. Si bien qu'en 2015, quand il a fallu organiser les journées de la SFM, c'est passé comme une lettre à la poste. Enfin, Christophe a toujours privilégié les échanges et les relations avec ses collègues et amis, toujours, donc au début dans le cadre notamment du gym gras, dans le cadre donc des réunions informelles du samedi matin, où Pierre Soichot arrivait toujours avec des dossiers extrêmement intéressants, avec un propos qui volait parfois très très haut, à des sommets que je n'ai pour certains pas encore pu atteindre, mais je ne désespère pas. Donc voilà, moi je suis fière d'avoir été l'élève de Christophe. Je suis fière de l'héritage qu'il nous donne et heureusement je ne serai pas seule à le porter.